Un jour, on est tombé sur quelqu'un qui avait un esprit de contradiction exacerbé. Pour elle, c'était mal de souhaiter à quelqu'un qu'elle aille bien parce que ça lui renvoyait à la figure le fait qu'elle allait mal. Dans ce faible exemple, on voit tout l'intérêt de ce qu'on a expliqué précédemment sur la pensée binaire qui résulte d'une abstraction excessive de la réalité au point qu'on se sente attaqué de toutes parts. Cette personne n'avait pas besoin de préciser qu'elle était borderline parce que ça se voyait, même si ce terme est profane. Et en même temps, dans cette simple et piquante remarque, il y a tout ce qu'il faut pour noircir des pages et des pages de réflexion philosophique. En termes général, il faut savoir que lorsque quelqu'un nous dit quelque chose qui nous plonge dans un abîme de tourments, c'est déjà de la violence. Mais c'est sûrement ce qu'elle a ressenti aussi, parce que finalement, elle n'a fait que refléter ce qui, dans son esprit, devait ressembler à une sorte d'agression. Et c'est là que la communication non violente est censée intervenir comme un pompier pour éteindre les flammes avant que ça ne dégénère. Les réflexions que ça inspire sur le plan philosophique, ça c'est pour le plaisir de la science. L'inversion, la réciproque, l'opposition, les contradictions, il y a de quoi écrire tout un livre sur le sujet, et d'ailleurs c'est ce qu'on a fait. Nous on va juste se contenter ici d'entourer cet exemple de quelques principes généraux. En premier lieu, oui, c'est vrai, souhaiter à quelqu'un qu'elle aille bien n'est pas de la communication non violente. Mais bon, le reproche qui est fait en retour n'en est pas non plus. Il prouve seulement que la personne n'a pas les outils pour aborder, comprendre et résoudre ce qui la fait souffrir. Et ce n'est pas pathologique au sens où on n'y peut rien et que ça l'excuse de tout et que l'autre n'est excusable de rien. C'est juste un manque d'éducation, on va dire. C'est une lacune, plus qu'une défaillance. Ou en tout cas, ce serait une défaillance si elle refusait de l'admettre et que tout serait entièrement de la faute de l'autre. Auquel cas, ce n'est plus une borderline qu'on a en face de nous, mais un vrai et authentique pervers narcissique. En tout cas, ce n'est que par l'exemple qu'on peut montrer comment établir une relation qui soit équilibrée, où personne n'a à savoir quelles sont les justifications de l'autre pour être certain d'avoir bien compris ses propos. Et aussi sans que cette compréhension ne soit conflictuelle, sinon on n'est plus vraiment dans ce qu'on appelle la compréhension de l'autre. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des mots, des termes ou des expressions qui ne sont qu'une facette d'un terme plus générique, comme on l'a vu avec les termes cause et conséquence. Ce sont les mêmes choses, ce sont des événements. Simplement, ce qui change, c'est la position qu'ils ont l'un par rapport à l'autre. Mais au final, tout événement est embrigadé dans une histoire où quelque chose est en train de se transformer. Il ne faut donc pas s'attacher aux mots en tant que tels, mais au cadre général. Et il arrive très souvent qu'on puisse entendre autre chose que ce qui est dit. Par exemple, le terme apprendre peut aussi bien vouloir dire qu'on est en train d'acquérir une information que de la délivrer. Ce n'est pas du tout le même sens. En fait même, souvent les choses supposent leur propre contraire. Mais pour le déterminer, il faut préciser quel est le cadre dans lequel on examine ce terme. Les choses peuvent aussi changer de sens avec le temps, de sorte que ce qui est bien un jour devienne mal le lendemain. Et inversement, un mal peut être rétropositivé. Là, il faut comprendre que le temps, le court terme et le long terme, sont deux systèmes distincts et opposés, qui confèrent chacun un sens particulier au mot. Mais encore, il peut y avoir des allers-retours entre les deux systèmes, c'est-à-dire entre deux contextes, comme on l'a vu avec le moi intérieur et son propre ego, qui en est une des itérations possibles. C'est-à-dire qu'ils peuvent travailler ensemble et informer l'un l'autre de ce que l'autre ne peut pas voir. L'expression « c'est mal de dire ça » n'est que l'expression tragique d'un point de vue dont on n'arrive pas à se défaire. Et en même temps, dire « ceci est mal » est une bonne chose parce que la personne s'exprime. Donc on peut dire que c'est à la fois mal et bien. Entre deux systèmes, il peut y avoir un point de jonction qui est un terme qui a du sens pour les deux contextes. C'est sur lui que s'articule le basculement, comme à l'occasion d'un sophisme. Avec l'exercice, on peut déceler tout un lot de termes à la fois vrais et faux. On les appelle les termes VF, c'est amusant, et ce sont des mots qui peuvent avoir une signification secondaire dans un autre contexte. Par exemple, il arrive que considérer l'approbation à ce qui est dit comme une approbation à ce qui est évoqué intérieurement, c'est un peu comme une sorte de quiproquo semi-volontaire. Et c'est très utilisé par les politiciens pour obtenir une approbation par la ruse et pour extorquer un consentement. Pour s'en convaincre, il suffit de voir la dernière loi en date, et ceci, quelle que soit la date à laquelle nous sommes. Ce qu'on appelle le diable, c'est exactement ça. Il a besoin d'un engagement volontaire et libre, même s'il a triché sur tout ce qui échappe à l'entendement de sa victime. Et parfois c'est le cerveau lui-même qui se trompe en pervertissant une fonction cognitive, là où il n'a pas appris à distinguer, par exemple, sa vraie nature et son propre ego. En tout cas, pour l'enseignement qu'il procure en exploitant les failles du raisonnement, on peut dire que ce qu'on appelle le diable est une chose extrêmement positive. Ce n'est pas une personne dont il faut avoir peur, c'est une peur qui engendre une erreur.